veut recréer Google Drive, ou plutôt notre Drive. Le but, c'est de pouvoir envoyer des fichiers sur un serveur distant, un méga disque dur en somme, un cloud. Et notre mission, c'est de coder ce serveur. Pour ça, on a une Raspberry et un SSD. C'est peut-être pas les data centers de Google, mais ça fera largement l'affaire. La question maintenant, c'est pourquoi? C'est vrai, pourquoi on fait ça d'ailleurs? Nos données. Voilà, c'est pour nos données. D'ailleurs, je viens de me souvenir que j'ai une mauvaise nouvelle. Tes données ne t'appartiennent pas. Que ce soit tes photos, vidéos, documents, possiblement des mots de passe, rien de tout ça n'est vraiment à toi. Si tu utilises un service cloud, t'as accepté d'héberger tes données sur des serveurs auxquels tu n'as même pas accès, qui tournent dans des lieux que tu ne connais probablement pas, et par la même occasion, tu fais confiance aux propriétaires qui, s'ils le souhaitent, peuvent te couper l'accès à leurs serveurs. Donc, à tes données. Bon, en vrai, j'exagère. Ils ont aucune raison de faire ça. Mais faut bien garder en tête que ce sont pas tes serveurs. Et puis le choix est vite fait entre dépendre d'une entreprise ou devenir maître de ses données. T'es partant? Moi oui. Alors si tu veux comprendre tout ça, installe-toi et écoute. Crois-moi, ce soir tu t'endormiras un peu plus malin. Ce qu'on code, c'est une application web. À ne pas confondre avec une page ou un site web. Allez viens, je t'explique ça rapidement. Une page web sert généralement à montrer quelque chose sans qu'on puisse interagir avec. Un site web, c'est la même chose, mais avec la possibilité de naviguer entre différentes pages. Pour les connaisseurs ou amateurs, on fait ça à l'aide de la balise 1 en HTML. On commence à parler application à partir du moment où on ajoute de l'interaction, des fonctionnalités. C'est là que le backend entre en jeu. Petit aparté. Pour faire très court, le backend c'est tout ce que tu ne vois pas. À l'inverse, tout ce que tu vois, c'est du front-end. Fin de l'aparté. Sur FranceUI par exemple, tu peux écrire du code directement dans le navigateur. Une fois qu'il est soumis, le compilateur vérifie s'il ne contient pas d'erreur et valide ton exercice s'il est correct. Ce type de fonctionnement demande toute une logique derrière. Des fonctions qui analysent les réponses, gèrent les utilisateurs, enregistrent la progression et j'en passe. À ce niveau-là, on parle plus juste d'un site, mais bien d'une application web. Comme autre exemple, on peut citer YouTube, Netflix et plein d'autres services similaires. Pour la culture, on appelle ça des SaaS, Service as a Software, des applications qui fonctionnent directement en ligne. Maintenant qu'on a les bases, on peut passer à la première étape, apprendre JavaScript, pour ensuite utiliser Node. Mais d'ailleurs, c'est quoi Node? Je vais quand même pas juste te balancer des mots stylés sans t'expliquer. Pour que tu comprennes, j'ai besoin de te raconter une petite histoire. À l'origine, le JavaScript est un langage pensé pour fonctionner dans un navigateur. Il était surtout utilisé pour faire des animations front-end en complément du CSS. On le faisait tourner avec un JS Engine, un moteur JavaScript. Chaque navigateur avait le sien. V8 pour Chrome et SpiderMonkey pour Firefox. Je pourrais t'en citer d'autres, mais je pense que t'as saisi le truc. Faut bien comprendre qu'on est dans les années 2000 et le PHP domine le backend à cette époque. On avait aussi Java, Python et d'autres. Mais le PHP restait le maître. En soi, c'est un problème, puisque pour créer un site web tout seul, il fallait que tu maîtrises le JS comme le PHP, soit deux langages complètement différents. Tu t'en doutes, ça rajoutait une couche de complexité énorme. Alors en 2009, X débarque avec une idée simple mais qui changera le développement web à tout jamais. Il s'est dit qu'au lieu de bloquer le JS dans le navigateur, pourquoi pas l'utiliser directement sur un ordi? L'outil qui permettait ça, c'était Node, un runtime JavaScript. J'y reviens dans quelques instants. Quand Node est installé sur ta machine, il te permet d'accéder à des modules gérés par ce dernier. Un module, c'est un morceau de code qui contient plusieurs fonctions déjà écrites. L'avantage, c'est que tu peux les utiliser sans avoir à tout refaire toi-même. On peut citer FS pour accéder aux fichiers, OS pour parler au système, HTTP pour les requêtes, etc. Sauf que tout seul, ton code JS ne peut rien faire de tout ça. Et c'est là que le runtime entre en jeu. Pour t'aider à mieux comprendre, on va écrire un petit programme en C, le fameux Hello World. C'est la chose la plus simple que tu puisses écrire en programmation. Il est censé afficher dans la console ce qui se trouve entre ces parenthèses. Sans entrer dans les détails, pour exécuter ce bout de code, on doit d'abord le compiler. Ça veut juste dire qu'on va le transformer en un fichier exécutable. Sauf que même lancé, ton ordi ne comprend pas ton exécutable. Il lui faut un manuel pour interpréter ce dernier. Le runtime, c'est précisément ce que c'est. Un programme qui va faire le pont entre toi et ton système. En gros, il analyse ton code et en fonction de ce que tu as écrit, il demande au système d'effectuer l'action correspondante. On appelle ça un syscall ou appel système. Sous Linux, mon runtime traduira mon printf par un write et demandera au système d'effectuer l'action correspondant à cette fonction. Selon le système d'exploitation, le runtime s'adapte. Sur Windows par exemple, write n'existe pas. Ça serait plutôt... je sais pas en fait. Il n'y a pas vraiment d'équivalent, car chaque OS fonctionne différemment. Pour en revenir à mon write, c'est un peu plus long qu'un printf certes, mais tout ce qu'il faut savoir c'est qu'on demande au système d'afficher notre message sur le terminal. Ce qu'il réalise avec succès. Garde juste en tête qu'il y a quelques étapes intermédiaires. Et pour garder le tout compréhensible et surtout parce que je suis pas encore assez renseigné sur le sujet, je les saute volontairement. Pour en revenir à Node, il fait à peu près la même chose avec un code JavaScript. Le JS Engine lance le code, le runtime analyse et dit au système d'effectuer les actions correspondantes. Tout ce que tu dois retenir, c'est que Node a permis à des millions de développeurs de devenir indépendants. Car plus besoin de quelqu'un qui maîtrise le PHP si ton backend peut être écrit dans le même langage que ton front-end. Bien que Node soit une sorte de révolution en lui-même, il couvrait toujours pas l'un des problèmes majeurs du JavaScript, le typage dynamique. En programmation, quand on crée une variable, on la définit par type non-valeur. L'ordre peut varier, mais on aura toujours un type clairement défini. C'est du typage statique. Mais dans les langages un peu plus bizarres comme Python ou Lua, tu peux oublier le type. T'as juste besoin de définir le nom et la valeur. On appelle ça du typage dynamique. Sur le papier, c'est bien, on va plus vite. Ça retire une couche de complexité, on doit moins anticiper. Mais en réalité, c'est un bazar pas possible. Admettons qu'on définisse une variable A à 5, un entier donc. Par la suite, rien ne m'empêche de redéfinir ma variable par la chaîne de caractères abonne-toi.
Par exemple, c'est possible parce que j'ai pas de chip fixe. Pour aller plus loin, on va créer une fonction JavaScript qui additionne deux entiers. Au premier paramètre, on met notre variable a, et en second, un chiffre arbitraire. Le problème maintenant, c'est que ton prompt va additionner un entier et une chaîne de caractères. C'est comme additionner un PC avec un manteau. On est d'accord? Ça n'a pas de sens. Au final, il fait n'importe quoi et te sort ça. Et comme JavaScript est un langage bizarre, il te dira pas pourquoi. Tu l'auras compris, c'est beaucoup plus facile de tout casser son chip fixe. C'est peut-être insignifiant dans cet exemple, mais imagine ça dans un fichier avec plus de 10 000 lignes de code. Essayer de trouver l'erreur là-dedans, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour comparer, le TypeScript c'est la même chose, mais avec du typage statique. Si tu as défini une variable comme une chaîne de caractères, tu peux pas lui assigner comme nouvelle valeur un entier, puisque son type est clairement défini. Tu peux la changer par Paul, Pierre ou Jacques si ça te chante, mais pas autre chose que du texte. En plus, comme c'est un langage normal, il dira où t'as fait l'erreur avant que tu lances le code. Ces ajouts supplémentaires au JavaScript permettent d'avoir un code plus propre et plus maintenable dans le temps. Après avoir pris connaissance de tout ça, une personne normale pencherait naturellement sur du TypeScript. Sauf que moi, je suis parti sur du JS. Oui, je sais, c'est bizarre, mais je venais de finir cette vidéo de 8 heures alors j'ai eu le temps de m'habituer à sa syntaxe bizarre et permissive. Enfin bref, assez parlé. Il est temps de coder. Pour créer un serveur avec Node, c'est super rapide. On a besoin du module HTTP, l'Hypertext Protocol. Avec lui, on pourra parler au navigateur. Le process est plutôt simple à comprendre. Comme en local, on se connecte au serveur en tapant dans un navigateur 127.0.0.1.2.3000. Ou pour aller plus vite, localhost 3000. En appuyant sur Entrée, t'envoies une requête au serveur. Tu lui demandes « Est-ce que je peux me connecter à toi ?» Dans le code, après t'être assuré qu'un client est bien connecté, tu envoies une réponse « Hello » depuis le serveur. Bravo, tu viens de créer un serveur en Node. La première fonctionnalité qu'on va mettre en place, c'est l'upload. Le fait de pouvoir déposer des fichiers sur le serveur. Un module externe s'occupe déjà de ça pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est modifier la destination et créer un form dans un HTML. On précise bien qu'on veut utiliser la méthode post pour poster des fichiers. Maintenant, on relance et c'est bon. Notre fonctionnalité est prête. On l'a testée, on voit qu'elle fonctionne très bien. Sauf que on peut pas voir nos fichiers, pas depuis l'application web en tout cas. C'est précisément là qu'on va devoir utiliser une base de données. Une base de données, ça permet d'enregistrer des informations. Ça c'est sûr. Mais sur quoi? Sur notre donnée elle-même. Pour chaque fichier upload, on lui fournit un ID unique. Ensuite, on enregistre le nom et son chemin. Imagine que tu recherches le fichier hello.txt. Sans base de données, t'aurais dû ouvrir le répertoire et vérifier les fichiers un par un. Ton PC demande, est-ce que c'est lui? Si c'est pas le cas, on passe au suivant. C'est long et répétitif. Avec une base de données, tu vas directement au bon endroit. Pas de boucle inutile, pas de gaspillage de ressources, juste du tout droit. Autrement dit, au lieu de chercher le fichier, on envoie directement sa position. Maintenant, on n'a plus qu'à renvoyer tout ça au client pour qu'il puisse voir les fichiers. Pour télécharger, cette fois-ci, on va utiliser la méthode get pour récupérer quelque chose. Quand le client appuiera sur download, on fera une requête à la base de données pour demander le fichier en question. En réponse, on obtient ce dernier et tout le monde est content. Pour en supprimer, c'est pareil, mais cette fois-ci, on utilise la méthode delete. Donc on peut upload, download et delete des fichiers. En soi, c'est fonctionnel, mais il y a un truc qui me dérange. C'est moche. Mais vraiment. Il donne pas envie d'être utilisé ce serveur. Regarde-le franchement. Alors le front-end c'est pas le plus compliqué, mais sûrement le plus long. Alors pour ça, je vais passer par l'IA. Je demande d'abord à Gemini de me préparer un prompt pour Claude. Je lui explique toutes les fonctionnalités que je veux, comme le trait par extension, une navbar sur le côté gauche, etc., etc. Ensuite, je lui demande de montrer ce que lui aurait fait pour avoir une preview. Je fais les petits ajustements et je vois le prompt final à Claude. Donc on passe de ça à ça. Mode clair, mode sombre, différents types de vues et un trait par extension. Le CSS fait 800 lignes. Tu comprends quand je te disais que c'était le plus long. On a un joli serveur, c'est bien, mais on peut toujours pas y accéder partout. La question, c'est comment faire en sorte que le serveur soit disponible sur Internet, mais seulement par moi. On va utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. En gros, on crée un tunnel chiffré entre deux appareils. On passe par l'Internet public, mais avec une cagoule. On sait que t'es là, mais pas qui t'es, ni ce que tu fais. L'outil qui permet ça, c'est Tailscale, une solution VPN permettant de connecter plusieurs appareils entre eux. La différence avec un VPN classique, c'est qu'ici on est dans un modèle pair à pair. Tous les appareils sur le réseau sont à la fois serveurs et clients. Ils sont tous interconnectés les uns aux autres. Comme cas d'usage, on peut citer le télétravail. Si tu te connectes au VPN de ton entreprise, donc le réseau privé, t'as accès au réseau local de cette dernière. Tu peux utiliser l'imprimante qui est sur le même réseau et imprimer des documents à Paris alors que tu te trouves à Lyon. Ça sert à rien, certes, mais c'est ce qu'il est possible de faire avec un VPN pair à pair. Or, dans le cas où tu souhaites simplement accéder au contenu d'une page web bloquée dans ton pays, un VPN de ce type n'est pas du tout nécessaire. C'est même une perte de temps et d'argent, parce qu'il te faudra un serveur dans un pays étranger. NordVPN, CyberGhost VPN, trouve celui que t'aimes le plus dans le lot, mais ils sont beaucoup plus adaptés pour ce genre de cas. Pour en revenir à Tailscale, tout ce qu'il nous faudra faire est de se connecter au même compte GitHub sur chaque appareil qu'on voudra ajouter au réseau privé, à notre Tailnet. Et c'est tout, pas de configuration complexe, pas de prise de tête, Tailscale gère déjà tout ça pour nous. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre l'IP fourni par Tailscale, suivi du port de notre application, et voilà, notre serveur est maintenant accessible depuis n'importe où. Actuellement, le serveur tourne sur mon PC principal, sauf que je peux pas le laisser tourner indéfiniment dessus. Heureusement, j'ai pensé à tout et j'ai acheté une Raspberry Pi. Pour le stockage, un petit SSD trouvé dans mon armoire fait l'affaire. J'ai aussi obtenu une carte SD pour flasher l'OS. Et nous, c'est pile ce dont on a besoin.
Comme sur n'importe quelle machine, pour pouvoir l'utiliser, on doit d'abord installer un système d'exploitation. Avec la Raspberry, un logiciel est fourni précisément pour ça. Pas besoin d'aller chercher un ISO sur internet, tout est déjà là. On a juste à sélectionner notre modèle de carte et choisir quel type d'OS on veut. Comme tu peux le voir, on peut faire bien plus qu'un serveur maison, mais on n'est pas là pour ça. On peut opter pour une version avec un environnement de bureau, donc une interface graphique, ou simplement un terminal comme dans un vrai serveur. Au-delà du fait que ça soit pas très charmant, on réduit drastiquement notre consommation de mémoire vive, parce que pas d'affichage à gérer, pas d'animation, pas de notification, juste du texte. Je rappelle que sur ce modèle, on en a que 4. Le tout contrôlé à distance via SSH. Pour faire court, c'est à moins de se connecter à une machine distante et accéder au PC depuis le terminal. Ça se fait en mettant le nom d'utilisateur, @l'IP. On te demandera le mot de passe et s'il est correct, t'as accès à ta session. En fait, SSH c'est littéralement un moyen de se connecter à un ordinateur depuis un autre. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir lancer du code au démarrage sans nécessairement devoir relancer le serveur manuellement. Pour régler ce problème, on va faire un petit script. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ces 3 lignes. En premier lieu, on va noter le répertoire de notre projet. Ensuite, cette commande nous permet de lancer le serveur. Et pour finir, on le relance s'il y a un crash. Par exemple, une mise hors tension. Dès lors qu'il sera remis en route, la commande citée plus tôt sera exécutée à nouveau. J'ai le code qui fonctionne, je peux me connecter en local, plus qu'à l'ajouter au Tailnet et c'est bon. Je croyais que c'était bon. Quand je redémarre la Raspberry, l'application ne se relance pas. Quand bien même la présence sur le réseau privé, le code ne se lance juste pas. Alors j'ai commencé à chercher le répertoire où le code est stocké et rien du tout. Il n'existait plus. Je venais de comprendre que le problème c'était pas la Raspberry, mais mon SSD. Alors t'inquiète pas, il fonctionne très bien. Mais laisse-moi t'expliquer. Sur Windows, quand tu branches un périphérique de stockage externe, il est directement monté, visible et utilisable en gros. Sur Linux, c'est pareil. Sauf qu'ici, je le rappelle, on n'a pas d'interface graphique. Donc il va pas se monter automatiquement. On aura aucun moyen de le voir de toute manière. Alors à quoi bon? Dans ce cas-là, on doit le monter manuellement avec cette commande. Quand je préparais le code, je l'avais déjà fait une fois. Et je m'étais dit que c'était bon puisque ça fonctionnait. Sauf qu'après avoir éteint la Raspberry, le stockage se démonte. Ce qui fait qu'à chaque démarrage, je dois effectuer la même commande. On doit alors trouver un moyen d'automatiser le montage du disque. Heureusement, sous Linux, on a souvent des problèmes, mais toujours des solutions. En fait, il fallait modifier un fichier de config pour qu'à chaque fois qu'on démarre la machine, si c'est précisément ce disque qui est branché, on le monte d'emblée. À savoir que si tu utilises directement le stockage de ta machine, t'auras pas besoin de faire tout ça. Mais dans le cas contraire, tu sauras quoi faire. Cette fois-ci, on reboot et c'est bon. On a un serveur privé, accessible depuis n'importe où dans le monde. On a finalement pu recréer notre drive. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était NoFaceCode. Si t'es encore là, c'est que je pense la vidéo t'a plu. Alors n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner. YouTube a aussi ajouté une nouvelle fonctionnalité et maintenant tu peux booster la vidéo. Bref, moi je te laisse et je te souhaite une bonne journée, bonne nuit, bon après-midi. C'était NoFaceCode.